Salut, ça va? Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va être connexe à toutes les vidéos que j'ai faites où je montrais mes collections d'originaux, là, mes hauls d'originaux. J'ai une collectionnite aiguë d'acheter des originaux et des impressions d'artistes que j'aime pour recouvrir les murs de ma maison, hein, littéralement. Et quand je montre souvent ces collections, j'ai régulièrement des commentaires, des MP, etc. qui me disent « Ok, c'est super d'acheter des originaux, tout ça, mais tu les encadres comment? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. » Et effectivement, c'est une bonne question, parce qu'il y a plein de choses à savoir quand on encadre des originaux. Alors le but de cette vidéo, c'est pas tellement de vous dicter des règles. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime assez peu le concept de règles et de dogmes. On va dire que je vais vous donner mes préconisations selon moi, voilà, et puis vous les suivez ou vous les suivez pas. C'est comme vous voulez. Donc pour vous expliquer un peu le déroulement de la vidéo, je vais commencer par vous lister 4 gros points pour moi qui pêchent quand je vois des encadrements sur internet, tout ça, chez des potes et tout, qui pour moi en fait empêchent la mise en valeur de l'œuvre et c'est un peu dommage. Et ensuite on va passer à la mise en pratique parce que j'ai 2 originaux qui attendent d'être mis sous verre. Je vais vous montrer toutes les étapes que je fais pour voilà, préparer un original, préparer le cadre, etc. Et je ferai aussi une bifurcation pour expliquer comment je place en fait mes cadres, voilà, comme ce que vous voyez derrière moi. Donc voilà, pour vous montrer un peu comment moi j'essaye d'harmoniser les cadres, tout ça. Donc on va commencer par lister ce qui fâche, qui pour moi dessert un peu la mise en valeur des dessins de ce que je vois souvent en fait dans les encadrements chez d'autres personnes. Pour moi la grosse erreur qui est vraiment, pour moi qui est vraiment fatale, on oublie de laisser de l'espace au blanc. Il faut que le dessin soit aéré, il faut une bande de blanc autour de votre dessin, quoi qu'il arrive. En fait, il n'y a rien de pire pour moi, que ce soit une photo, que ce soit un dessin, que ce soit une impression numérique, etc. C'est de prendre un cadre qui fait pile la taille de l'image, en fait. T'as l'impression que le dessin il est tout assez dans son cadre et en fait il n'y a aucune mise en valeur. Et c'est aussi quelque chose qu'on apprend par exemple en graphisme, c'est que il faut laisser de la place à l'œil pour respirer. C'est ce qu'on appelle en graphisme du blanc tournant. Vous verrez dans les pages de livres, c'est jamais que le texte il rase le côté de la page, jamais. Pareil dans les magazines, etc. pour laisser l'œil respirer. Et ben c'est pareil pour les cadres. Il faut à tout prix laisser des respirations autour et pour ne pas écraser les images en fait. Ça arrive qu'il y ait des impressions avec directement un espèce de blanc autour, où là on peut directement encadrer comme ça à la limite, mais il y a toujours des moyens de mise en valeur supplémentaires pour donner une légère profondeur avec des trucs qui s'appellent des Marie-Louise et des passe-partout, mais ça je vous ferai un petit point un peu plus tard quand je passerai à la mise en pratique. Deuxième point, alors ça je pense que c'est très personnel, donc je vais parler pour moi. Je ne mets jamais de cadre de couleur. Je mets uniquement du noir, du blanc, du bois et de l'aluminium. Voilà. Déjà pour moi un cadre, sa fonction première, c'est pas de manger l'illustration. Il est là pour mettre en valeur. Donc pour moi, quand on regarde une illustration dans un cadre, le cadre ne doit pas accrocher le regard, à moins qu'il fasse partie de l'œuvre. Mon enfer, c'est l'espèce de petit cadre fin, vert, là, rouge, bleu, voilà, que j'avais dans mes chambres d'enfants. Et dedans, tu mets une illustration et tu l'as pris rouge parce que dans l'illustration, il y a du rouge. Alors moi, pour moi, c'est mort de chez mort. Chez moi, ça ne rentre pas. Tout simplement parce que tu ne retrouves jamais la couleur identique à l'illustration et le cadre va venir prendre de la place esthétique sur ton illustration. En fait, pour moi, le cadre, c'est comme dans un musée. En fait, le musée, on a un concept qui s'appelle le white cube. Le principe du musée, souvent, vous verrez jamais des murs de couleurs dans des musées. Tout est très blanc, les encadrés sont blancs, etc., noir et blanc et tout, pour être le plus discret possible, parce que les vrais stars, c'est pas le musée. C'est l'œuvre. Le cadre, c'est l'extension, c'est une toute petite extension d'un musée. Pour moi, il ne doit vivre que par l'œuvre qui est dedans. Voilà, tout simplement. Donc, il ne doit pas manger de l'attention.
Après, je peux faire un petit pas de côté, parce que je sais que j'ai beaucoup de copines par exemple qui encadrent des œuvres dans des vieux cadres, par exemple avec des belles moulures qui sont souvent dorées, très ouvragées. Moi je trouve que c'est quelque chose de complètement différent. Moi là-dessus, mon horreur c'est vraiment le petit cadre en plastique bleu ou rouge dans lequel est souvent tassée une illustration dedans sans contour. Hein. Troisième grosse erreur, et là pour moi là je dis vraiment que c'est une grosse erreur que j'ai faite, que l'on fait tous parce qu'on n'y pense pas, c'est ne pas penser aux UV. Alors les UV, c'est une arme de destruction massive pour vos originaux. En fait on n'y pense pas parce qu'on ne les voit pas, tout simplement. Quand on pense aux UV, on pense aux dégâts sur la peau, on pense à bronzage et moi à cramage. Les UV sur tes originaux, c'est comme les UV sur ta peau, hein. Faut prévenir plutôt que guérir. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait les UV sur un original? En fonction de la technique utilisée, il y a des techniques qui sont plus ou moins photosensibles. Je sais que le graphite résiste très bien aux UV, la gouache et l'acrylique aussi. Des encres, il faut que ce soit des encres bien particulières, mais il y a des encres qui sont très photosensibles, etc. Donc c'est toujours très intéressant de s'intéresser à quel est l'impact des UV sur la technique utilisée. Et renseignez-vous sur la technique utilisée de vos originaux, c'est toujours intéressant. Mais au-delà, en fait, du pigment sur la feuille, très souvent, l'impact il se fait pas tellement fort sur le pigment, il se fait fort sur le papier. Alors c'est radical, un papier bombardé aux UV, c'est un papier qui devient jaune. Il y a des papiers qui sont plus ou moins photosensibles là encore. Je vais vous montrer des images d'une illustration, voilà, l'erreur que je n'ai pas mis sous cadre et que j'ai mis face à une fenêtre qui, voilà, et le papier a jauni. Et ce qui est ouf, c'est que vu que c'était en fait un cadre magnétique, eh bien on peut voir la démarcation entre le papier qui a jauni à cause des UV et le papier qui n'a pas jauni car il était caché. L'impression elle n'a pas bougé, mais vu que le papier a jauni, et ben ça ternit l'œuvre. Il y a des parades pour kicker un peu les UV, c'est notamment de mettre une vitre UV sur vos encadrements. Alors il y a deux moyens de faire, il y a déjà d'aller voir un encadreur ou une encadreuse, voilà, c'est des professionnels qui encadrent à longueur de journée des illustrations, des dessins, etc. et qui ont en leur possession des vitres UV, parce que je sais que c'est une véritable galère pour trouver des vitres UV sur internet, j'en ai cherché, et c'est hyper chiant. Et puis on a tendance à croire que les encadreurs c'est très cher, mais en fait c'est assez abordable. Quand vous avez mis un certain budget dans une illustration, et bien sincèrement ça vaut vraiment le coup de mettre un petit budget supplémentaire pour avoir un encadrement digne de ce nom, qui va pas se péter la gueule, avec une vitre UV digne de ce nom aussi. Et la deuxième technique que je suis moi-même en train de tester, pour éviter de mettre à la poubelle tous les cadres que j'ai achetés, parce que j'en ai acheté beaucoup avant de savoir tout ça, parce qu'avant de vous livrer les informations comme ça, je fais les erreurs, hein, évidemment, toujours. Et j'ai aucune envie de jeter tous mes cadres que j'ai achetés, quoi. Enfin non, je ne fais pas ça. Et la technique que je suis en train de tester, qui a l'air de marcher, c'est d'acheter un film UV pour vitrine. Vous savez, les vitrines de magasins, tout simplement, ont souvent des filtres UV pour éviter de ternir tout ce qu'il y a dans la vitrine, tout simplement. Ça se vend au mètre, et il faut le maroufler sur votre vitre, et normalement ça enlève jusqu'à 98% d'UV, c'est ce qui est marqué sur le site. Et je me suis dit on va tenter ça, hein. Mais ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous avez un filtre sur votre vitre qu'il faut pas faire attention au placement de vos illustrations, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Je vous le dis tout de suite, hein, vous ne mettez rien en face d'une fenêtre qui est orientée plein sud. Les pièces les plus fragiles, vous les mettez par exemple dans des pièces qui ne reçoivent pas de lumière directe. Par exemple moi ici, c'est ma chambre, j'ai très peu de lumière directe, etc. Les cages d'escalier, les toilettes, mine de rien, hein, les toilettes on y est souvent, hein. Pensez vraiment le placement de vos illustrations et pas seulement dans un objectif de déco par exemple.
Allez, c'est parti pour les étapes. En tout premier, si votre illustration a été stockée dans un tube ou tout simplement roulée, vous allez devoir la remettre à plat. Moi, je la cale entre deux feuilles et je la place sous presse. J'utilise des gros bouquins que je pose uniformément et je laisse ça tranquille au moins 3 jours. Ça peut varier en fonction de l'épaisseur et du type de papier, parfois ça peut prendre plus de temps. Il faut prendre son mal en patience car encadrer un dessin qui roule, c'est un enfer. Maintenant, on choisit le cadre. Comme je le disais précédemment, il faut faire attention à faire une part au blanc. Donc je choisis un cadre plus grand que le dessin initial. Pas trop grand non plus, faut pas qu'il ait l'air perdu, mais il faut que ce soit harmonieux quoi, donc là c'est au feeling. Vient le moment pour moi de réaliser une Marie-Louise ou un passe-partout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 2 types de mise en valeur en encadrement. Il y en a d'autres, mais moi j'utilise que ceux-là. Le passe-partout, c'est un peu comme un pochoir, un cache qui va donner des bords nets et droits à une illustration qui ne l'est pas forcément. Par exemple, j'en ai mis un sur mes affiches Peter Pan parce que les bords étaient abîmés. Alors hop, j'ai mis un passe-partout et ça lisse l'ensemble. Après, j'aurais très bien pu les laisser apparents et montrer un peu le vécu des affiches. C'est un parti pris différent, mais moi j'avais envie de faire ça comme ça. Par exemple, pour les 2 magnifiques illustrations de Magali Caso que je vais encadrer, j'aime bien le côté bord de papier. Alors je vais laisser apparent et donc faire, attention à admirer cette transition, une Marie-Louise. La Marie-Louise, c'est un cadre de mise en valeur pour donner un peu de profondeur à l'image. Elle permet de repousser le regard vers le centre. J'aime bien en faire, ça donne un petit quelque chose d'élégant qui ne vampirise pas le dessin. Là encore, les Marie-Louise et les passe-partout de couleur, c'est mon enfer, c'est no pasaran. Pour moi, il n'y a que le blanc qui est toléré et à la rigueur, sur certaines pièces spécifiques, le noir. Pour réaliser ces 2 types d'encadrement, j'utilise des paquets de feuilles 90 grammes format raisin entrée de gamme que l'on trouve dans les magasins d'art. Elles sont souvent bon marché et ont une jolie texture qui se marie bien avec les illustrations. Pour faire sa propre Marie-Louise, c'est pas bien sorcier, on mesure la taille de l'œuvre, on rajoute l'espacement de chaque côté, on trace, on coupe au cutter en s'appliquant, voilà. Je passe au fameux filtre UV. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment la poser parce qu'il y en a plein sur le web qui expliquent tout très bien. Après, je ne vous cache pas que c'est un peu une galère à poser et surtout, plus le cadre est grand, plus c'est un enfer. On attend bien que tout sèche, on fait un petit coup de propre avant de refermer parce qu'on la connaît, cette bâtarde de poussière qui apparaît au moment où t'as tout refermé et qui tombe pile sur la Marie-Louise blanche. Et tada! Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'emplacement. Moi, j'aime bien faire des compositions, assembler des illustrations qui vont bien ensemble. J'ai d'ailleurs commencé à réaliser mon kiff astral, une cage d'escalier musée. Et pour faire de jolies compositions, il y a des patterns qui existent sur le net. Sinon, moi, ma petite technique fétiche, c'est de faire des montages à l'arrache, des illustrations sur une photo que j'ai prise du mur, tout simplement. Personnellement, j'encadre quasi tous mes originaux, mais aussi des choses un peu moins habituelles, mais qui nous représentent bien mon compagnon et moi. Par exemple, des disquettes d'un jeu qui nous a marqué, des pages de magazines, des souvenirs. En bref, pour moi, les seules règles sont purement sur de la technique, faire attention à ce que nos souvenirs perdurent. Mais après, ce que l'on choisit de mettre sous verre, là, c'est open bar. On fait ce que l'on veut. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout elle va vous aider à mieux encadrer vos originaux, vous donner les clés pour pouvoir garder vos originaux jusqu'à la fin de votre vie. Et sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!